1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même pendant les grandes vacances, la course mondiale à l'intelligence artificielle ne s'arrête pas. Le robot qui pense comme un humain est qualifié de plus grand événement de l'histoire de l'humanité. C'est la pierre philosophale du XXIe siècle, le moteur de la 4e révolution industrielle, l'outil le plus puissant que l'humanité ait jamais créé. Depuis 2015, et plus encore avec le lancement des modèles génératifs grand public comme ChatGPT en 2022, l'IA s'installe partout. Elle s'embarque dans nos voitures, dans nos avions, parle couramment des centaines de langues, copie des tableaux de maître à la perfection, remplace les traders sur les marchés boursiers, écrit des histoires et joue au poker bien mieux que n'importe qui. Elle est aussi imbattable pour surveiller ou défendre un territoire, et en janvier dernier, une intelligence artificielle a même découvert un nouvel antibiotique après 60 ans de recherche traditionnelle infructueuse. Pour Elon Musk, Stephen Hawking, Sundar Pichai et même Vladimir Poutine, l'IA va transformer le visage du monde, comme le pétrole, l'électricité et la vapeur avant elle, alors il vaut mieux ne pas louper le train. Les leaders de la course sont les deux mêmes superpuissances qui se disputent le monde sur tous les marchés. D'un côté les États-Unis, le poids lourd, et de l'autre l'outsider, la Chine, qui avance vite et qui a volé la 2e place au Japon il y a une petite dizaine d'années. Loin, loin derrière, on retrouve l'Europe, ralentie par la France et l'Allemagne, couple moteur historique du continent dont les investissements dans la tech ont baissé de plus de 70% en seulement 20 ans. Ça explique en partie pourquoi l'Europe a pris autant de retard sur le reste du monde, alors qu'elle a donné naissance à toutes les révolutions industrielles précédentes, un comble, mais ce n'est pas la seule raison. Je vous explique tout dans les 15 minutes qui viennent, et rien n'empêche de rester optimiste. Nous verrons ensemble si notre continent peut rencontrer son 2e souffle et rejoindre le trio de tête dans la grande course à la technologie. Mais avant, sachez qu'on va partager avec vous quelque chose d'exceptionnel. Un dossier exclusif sur l'investissement dans l'intelligence artificielle avec des actions que très peu de gens connaissent. Mais attention, ce dossier précieux ne sera accessible qu'aux abonnés de notre newsletter. La bonne nouvelle, l'inscription est totalement gratuite. Vous trouverez le lien dans la description. Alors rendez-vous mardi prochain, on est impatient de dévoiler cette approche inédite avec vous. Commençons par un petit test. Regardez autour de vous, où que vous soyez, et dites-moi combien de produits technologiques français ou européens se trouvent près de vous. Votre ordinateur et votre smartphone affichent probablement des logos de marques asiatiques ou en forme de pomme, votre casque Bluetooth aussi, et même si vous avez une Renault dans le garage, sachez que toutes les bidouilles électroniques embarquées pour vous faciliter la conduite viennent de très loin. Quand on parle de nouvelles technologies, ça fait bien 25 ans que l'Europe ne semble plus très motivée, à tel point qu'aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi loin derrière les autres. Et pourtant, avec l'intelligence artificielle, nous avons bien affaire à la prochaine révolution industrielle mondiale, capable de bouleverser nos vies autant que le moteur à explosion et l'électricité au début du XXe siècle, que la vapeur au début du XIXe, ou même que l'imprimerie en 1450. Les peuples ou les nations qui ont refusé ces révolutions, comme l'Empire ottoman ou la Chine, ou qui les ont ratées d'une façon ou d'une autre, en ont payé le prix fort. Leurs économies ont longtemps accusé du retard, leur niveau et la qualité de vie sont restés très bas, et ils ont maintenu une dépendance aux nations les plus avancées technologiquement. À l'inverse, l'Europe était en première ligne, et elle a bénéficié directement des retombées financières de ces grandes découvertes, pour ensuite asseoir son pouvoir économique et technologique sur le monde entier. Aujourd'hui, ce pouvoir, elle ne l'a plus. Quand le soleil se lève au matin du 1er janvier de l'an 2000, les industries européennes spécialistes de la tech représentent 18% du marché. 20 ans plus tard, c'est un petit 5% qui la classe derrière le Japon, 7%, la Chine, 15%, et derrière le leader toute catégorie, les terres de la Silicon Valley et du MIT, les États-Unis, qui pèsent pour 62%. L'Amérique investit chaque année 6 fois plus qu'en Europe et toujours 3 fois plus qu'en Chine. Les plus gros acteurs sont aux États-Unis, rassemblés hier sous l'acronyme de GAFAM. Ils sont devenus les 7 fantastiques ou Magnificent Seven depuis qu'ils intègrent Nvidia et Tesla, et ils sont suivis par des centaines de milliers de plus petites structures qui essayent de se faire une place parmi elles. Les 2/3 des investissements mondiaux en recherche et développement de nouvelles technologies sont réalisés aux États-Unis et 75% par les 7 fantastiques. Le seul budget de Google atteint celui de la défense de la France, près de 50 milliards de dollars. Et Meta, Amazon ou encore Apple annoncent tous 20 à 30 milliards d'investissements supplémentaires cette année, 34 milliards chez Microsoft. Ils planchent tous sur de nouvelles solutions dans les domaines du cloud, du big data, des cryptoactifs, de la cybersécurité, du software ou de la deep tech. Et bien sûr, tous développent leur intelligence artificielle. Il y a bien quelques sociétés européennes qui font parler d'elles, comme Aleph Alpha,
Mistral AI ou Photoroom, mais leurs noms sont bien moins cités qu'OpenAI, Google DeepMind ou Midjourney. Et surtout, elles n'ont pas du tout les mêmes moyens. De leur côté, Mistral AI ou l'allemand SAP n'ont levé que 500 millions d'euros chacun pour cette année. Pourquoi de tels écarts ? Pourquoi n'y a-t-il pas plus de produits ou services tech européens ? Les explications sont nombreuses et certaines toujours débattues, comme par exemple la fragmentation du marché européen. Certains observateurs soutiennent que les aspects propres à chaque pays de l'Union s'opposent à l'innovation ou à une collaboration prospère et au développement de produits technologiques européens. On évoque la barrière de la langue, les normes nationales, les différences culturelles qui rendent difficile la communication, ou simplement trop de disparités économiques. C'est vrai, le pouvoir d'achat d'un habitant du Liechtenstein n'est pas le même que celui d'un Hongrois, et c'est la même chose en termes de ressources d'investissement. Mais d'autres citent les exemples des industries matures, issues des précédentes révolutions, qui se sont développées partout en dépit d'une apparente fragmentation. Selon ces derniers, la cause serait donc à chercher ailleurs, et la faiblesse des financements est une bonne candidate. En 2021, l'Union européenne a débloqué 7 milliards d'euros d'aide publique, soit 1 milliard d'euros par an jusqu'en 2027. C'est peu face aux dizaines de milliards investis dans les pépites américaines, mais c'est quasiment autant d'argent public qu'outre-Atlantique. En réalité, c'est l'argent privé qui manque. 50 milliards d'euros d'investissement en 2023 en Europe contre plus de 550 milliards en Amérique, où les fonds de capital risque et les holdings spécialisés sont nombreux et friands de valeurs de croissance. Ce sont eux qui ont financé et profité de l'incroyable boom du numérique, y compris celui des succès asiatiques, comme Alibaba ou TSMC. Ces créanciers privilégiés sont connus, ils s'appellent Berkshire Hathaway, aux côtés des Big Five de la finance américaine, avec en tête la plus grosse banque en dehors de Chine, JP Morgan, et le légendaire trio BlackRock, Vanguard et State Street, qui, à lui seul, détient des participations dans 68% des sociétés américaines. L'Amérique a toujours été technophile, elle a massivement investi sans se poser de questions. Aujourd'hui, la tech est devenue le secteur dominant aux États-Unis, prête à remplacer le pétrole. Les 7 fantastiques pèsent 28% de l'indice SP500 de New York et presque autant que le PIB européen, près de 15 000 milliards de dollars. Ce sont aussi les 7 plus grosses sociétés américaines. De l'autre côté de l'Atlantique, la bourse européenne est beaucoup plus diversifiée. Il faut 28 multinationales pour atteindre les 28% de l'Eurostoxx 600, avec parmi elles des laboratoires, des pétrolières, du luxe ou de l'énergie, et la tech, qui ne représente en Europe que 0,91% des valeurs cotées. Le plus gros spécialiste européen, c'est le hollandais ASML, qui travaille essentiellement avec les grands pôles technologiques asiatiques pour produire des composants nécessaires à la fabrication des fameux semi-conducteurs. Cette stratégie a fait de lui la deuxième plus grosse capitalisation européenne avec 325 milliards d'euros, mais encore une fois, nous sommes bien loin du poids des nouveaux GAFAM+. Pourquoi l'argent étranger s'intéresse aussi peu aux projets européens ? Parce qu'il y a mieux ailleurs et qu'en plus c'est moins cher. Triste constat, les projets européens sont plus risqués et moins rentables qu'ailleurs pour 4 raisons. Les réglementations, l'absence de politique industrielle, le manque d'agilité des acteurs et le coût de l'échec en Europe. D'abord, en Europe, nous avons le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, un texte fondamental et unique au monde qui encadre et restreint l'accès ou le traitement des données personnelles au sein de l'Union. Mais sa simple existence impose des coûts importants et des risques juridiques élevés aux sociétés qui voudraient utiliser ces données pour entraîner leurs programmes, par exemple. Il est tellement complexe qu'il faut embaucher des experts chargés de vérifier la conformité de chaque opération, et on parle de millions d'opérations avec de lourdes amendes en cas de non-respect. En conséquence, plusieurs entreprises, tant en Europe qu'à l'extérieur, suppriment des fonctionnalités, bloquent l'accès depuis l'Europe ou se retirent entièrement du marché européen, comme par exemple Gravity Interactive, l'éditeur des jeux Ragnarok ou Dragon Saga, et la géante Nvidia, qui ne vend plus rien chez nous depuis 2022. Les 3 autres facteurs sont liés. La tech en général est un secteur plus volatile et plus risqué que celui d'industries matures, issues des révolutions industrielles précédentes. Un projet technologique échoue 8 fois sur 10, quand 20% seulement de projets matures finissent mal. Et justement, en Europe, le coût d'un échec est quasiment 10 fois supérieur à celui des États-Unis. Pour lancer un nouveau projet, il faut par exemple provisionner 2 à 4 ans de salaire par ingénieur en Europe, contre 2 à 6 mois aux États-Unis. Ce système nous handicape dès le départ. Une entreprise qui lance 5 projets, dont 4 échouent, gagne de l'argent aux États-Unis, mais elle en perd en Europe. Investir en Europe est plus risqué et moins rentable qu'à Taïwan, Singapour ou même en Chine, et 94% des sociétés du secteur qui perdent de l'argent sont là pour le prouver. Enfin, on sait que les 3/4 des investissements américains en R&D en tech sont réalisés par de grands groupes, alors qu'en Europe, le système maintient les entreprises ou les projets à une échelle réduite, souvent à cause de contraintes réglementaires ou faute de financement suffisant. Les acteurs regrettent l'abandon progressif des politiques industrielles et l'absence de réelle ambition de ce côté, qui rendent le changement d'échelle impossible, réduisent les rendements et invitent les ingénieurs à aller chercher du travail à Singapour ou aux États-Unis.
On pourrait laisser les autres superpuissances mondiales diriger le secteur et se dire, après tout, pourquoi ne pas continuer à utiliser du matériel et des logiciels étrangers ou faire appel à des prestataires de services informatiques extra-européens? Ça a l'air de bien marcher. Nos BMW et nos Airbus sont déjà équipés de composants et programmes étrangers et tout se passe bien. Sauf que ça s'appelle un pis-aller et que ça pose beaucoup de problèmes. D'abord, ce serait refuser un moyen de renforcer la position économique du continent alors qu'il en aurait bien besoin. On pourrait y trouver une bouée de sauvetage et peut-être même éviter la récession. High-tech et intelligence artificielle sont appelées à devenir le principal moteur de la croissance économique mondiale. Elles ont déjà commencé à transformer le marché du travail et créer de nouveaux emplois. Les entreprises qui ont fait le choix d'investir massivement dans la recherche et dans la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée sont plus compétitives et dominent déjà les marchés mondiaux depuis le début du siècle. Côté client, actuellement, environ 20 à 30% des entreprises du monde ont déjà intégré l'intelligence artificielle dans leur processus et elles vont se multiplier pour atteindre 70 à 75% en 2030. En chiffres, ça donne un marché d'environ 320 milliards de dollars l'année dernière, qui va grimper à plus de 13 500 milliards dans 6 ans. Et dans quelle poche ira tout cet argent? Ce serait dommage de ne pas en grappiller une petite part. Ensuite, évidemment, ça pose une question de souveraineté. Dépendre des technologies développées par d'autres pays, on pense aux États-Unis et à la Chine quand on connaît la qualité de leurs relations, impose des risques de dépendance stratégique dont on se passerait bien, et le retard technologique de l'Europe pourrait compromettre sa capacité à se protéger contre les cyberattaques et autres menaces modernes, mettant en péril la sécurité de l'Union. En développant ses propres capacités en IA et en produits de haute technologie, en particulier dans la défense, l'Europe peut assurer sa souveraineté et réduire sa vulnérabilité aux pressions extérieures. Enfin, les pays qui dominent le secteur de la tech exercent une influence considérable sur les normes et standards internationaux, dixit Klaus Schwab et Vladimir Poutine, au moins d'accord sur un point, celui qui maîtrisera l'IA maîtrisera le monde. En rattrapant son retard, l'Europe pourrait jouer un rôle plus actif dans la définition de ces normes, très utile pour protéger ses intérêts et ses valeurs. Alors, entre la panne d'innovation, la récession, le manque de coordination et de moyens financiers, la réglementation trop stricte et le montant de la facture en cas d'échec, ça fait beaucoup. Toute la question maintenant est de savoir si l'Europe peut encore remonter la pente face à une concurrence ultra motivée qui lui a déjà volé plusieurs longueurs d'avance. Dans l'absolu, il y a toujours une solution. L'Europe peut réussir à prendre le virage de la 4e révolution industrielle en tant qu'acteur et pas seulement en la subissant. Rattraper son retard sur l'Allemagne, puis le Japon et la Chine n'est pas une utopie. La Chine elle-même en est l'exemple, bien qu'entravée par la guerre technologique que lui mènent les États-Unis, elle a rattrapé près de 10 ans de retard en 3 ans et les progrès accélèrent. Elle garde d'ailleurs le regard tourné vers Taïwan et les usines du géant mondial TSMC qui contrôlent 50% du marché des semi-conducteurs. Quand Taïwan redeviendra chinoise à 100%, et Xi Jinping l'a promis, il y aura de quoi donner un coup de boost et envoyer la tech chinoise directement sur la Lune, au sens propre. Mais si l'Europe espère se hisser au même niveau que la concurrence, il va falloir déployer une très forte volonté politique pour attirer l'argent. Et avant d'encourager l'investissement massif dans la recherche et le développement Made in Europe, il va d'abord falloir les rendre plus sexy. Assouplir les réglementations, c'est l'étape numéro 1. Assouplir le code du travail et promouvoir la flexi-sécurité à la danoise, par exemple, pour faciliter les embauches et les licenciements en cas d'échec, et assouplir le RGPD. Mais quand on voit les piètres résultats de la tentative de mise au point d'un SMIC européen, on se demande comment les pays membres vont réagir quand Bruxelles leur imposera carrément tout un code du travail. Quant au RGPD, pas le choix, il faudra faire des arbitrages, quitte à sacrifier un peu de notre vie privée. L'étape numéro 2, c'est de créer un véritable marché technologique intégré pour améliorer la coordination au sein de l'Union et promouvoir la collaboration entre les pouvoirs privés et publics de tous les pays membres. Dans le domaine politique, les plans de relance pourront justement capitaliser sur le potentiel des technologies émergentes, seules capables de réveiller la machine. La recherche de l'efficacité, la méritocratie et l'audace doivent guider des politiques ciblées, et si elles sont bien menées, comme en Chine ou à Singapour, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. L'Europe dispose d'atouts considérables, des ressources énergétiques, des savoir-faire, une main-d'œuvre éduquée et qualifiée, des universités de premier plan et un engagement fort envers des valeurs éthiques. Mais c'est aussi le vieux continent qui croule sous des tonnes de poussière, incapable de surfer sur la vague technologique. Loin du dynamisme américain ou de la stratégie chinoise, l'Europe a loupé le coche parce qu'elle est enfermée dans une cage dont elle a elle-même construit les barreaux. Malgré les idéaux de décroissance et les craintes que font peser les IA sur l'humanité entière, pour conserver son indépendance, assurer sa propre sécurité et peser sur l'échiquier du monde, il n'y a pas le choix. L'Europe ne peut pas rater un tel événement. Subir la 4e révolution industrielle, c'est se garantir un statut de pays émergent en moins de 15 ans et de voir à ce moment-là tous les Européens parler soit anglais, soit chinois. On ne se le cache pas, il y a du boulot, ça va coûter cher et pas seulement en argent, mais la course n'est pas encore perdue. Et avec un peu d'aide de la part de l'IA, je suis sûre qu'on pourra trouver des solutions inédites. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à les partager, il y a urgence.
Et n'oubliez pas, notre dossier exclusif sur l'investissement dans l'IA arrive mardi prochain. Pour ne pas manquer cette opportunité unique, inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter gratuite. Le lien est en description.